Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 36. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowo. Messieurs, bonjour. Salut, salut. Grosse semaine depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Les gars, il y a eu la deuxième journée de Ligue des champions. Il y a également eu énormément d'actions du côté de l'Impact de Montréal qui a joué le week-end dernier, malheureusement éliminé des séries. Mais on a appris avant cette rencontre-là qu'un nouveau directeur sportif avait finalement été nommé. On a été en mesure de le rencontrer au cours des derniers jours, comme on a été en mesure de rencontrer M. Howard Webb, sommité dans le monde de l'arbitrage sur la planète, qui était de passage à Montréal le week-end dernier. Donc, on va traiter de tout ça, mais contrairement à l'habitude, si vous le permettez, messieurs, on ne commencera pas avec notre segment en temps additionnel, mais plutôt à domicile, parce que je veux savoir ce que vous pensez que ça représente, cette élimination de l'Impact de Montréal des séries pour une troisième année de suite. En fait, je dis élimination des séries. On ne les fait pas, les séries, pour une troisième année de suite. Ça représente tout sauf un hasard. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être parfaitement conscient que l'Impact est dans un segment d'équipes extrêmement médiocres à l'échelle de la Ligue. Ne pas faire les séries 3 fois dans une Ligue qui est quand même réputée pour son homogénéité, globalement, avec des mécanismes de compensation pour les équipes qui sont plus faibles, avec des draft picks, avec de l'argent à location qui est donné. 3 fois de suite, c'est tout sauf un hasard, et que je crois que véritablement, une énorme conscientisation doit être faite au niveau de la communauté de l'Impact de Montréal, donc que ce soit au niveau du staff, du grand public, pour mettre le doigt sur cette médiocrité comme que l'Impact nous a fait preuve durant les dernières années. Il y a eu des émotions positives aussi, très bien, mais l'Impact est aujourd'hui avec Colorado, avec Orlando, vraiment un noyau d'équipes médiocres, parce que 3 fois de ne pas faire les séries en MLS, c'est assez exceptionnel, mais pas dans le bon sens du terme. C'est un constat d'échec important, Jean, mais vois-tu un ou peut-être 2 éléments qui sont vraiment plus importants que les autres pour expliquer le fait que là, coup après coup après coup, on rate les séries? Non, je pense qu'il y a une conjonction, effectivement, d'éléments. Ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une période, il y a eu un flash de 2 ans qui a été incroyable au niveau du club, hein, qu'on a vécu. Depuis, c'est vrai que c'est tombé brutalement. Que pendant ce temps, plusieurs équipes qui ont été créées après l'Impact. Je pense à New York City, je pense à Atlanta, Minnesota, Los Angeles FC, etc., qui non seulement font les séries, mais s'y maintiennent, et se maintiennent plutôt dans la partie supérieure de la Ligue. Ce qui fait mal dans la liste que tu viens de nous présenter là, Atlanta, bon, on sait, tu as les moyens. LAFC aussi. NYCFC, à la limite, tu peux dire, bon, ils ont leur terrain, format poche, du Yankee Stadium où ça leur donne un avantage. Mais Minnesota United, quand on dit que eux, après le début qu'ils avaient connu en MLS, un début catastrophique, eux sont devant l'Impact, ben ça fait mal. Ça fait mal. Alors, des raisons, je pense qu'il y en a plusieurs. Le recrutement, peut-être. On est obligé de se rendre à cette évidence-là parce qu'on en parle depuis des années. Et là, pour la première fois, tu avais vraiment besoin de te fier sur ton recrutement parce que Nacho Piatti a été absent. C'est hors de ton contrôle, j'en conviens, mais le plan B, le plan B', c'est à la limite, pour pallier à la perte d'un gars comme celui-là, ça devait passer par le recrutement, puis on constate encore une fois que c'est un échec. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec 1 ou 2 joueurs, l'Impact a sûrement les 5-6 points qui lui manquent, mais ça vient de me frapper quand même que ces 3 éliminations, il y a 3 coachs différents qui sont à la tête de l'équipe. C'est pas normal dans aucune situation. C'est pas inexplicable, et qu'au final, c'est vrai que des ajustements au niveau tactique aurait pu être fait, au niveau même du personnel aurait pu être fait, mais c'est la preuve même que la situation doit être réglée au niveau de la structure, et on va en parler, mais c'est à un niveau supérieur que la situation doit être réglée. Et sur les équipes que Jean a nommées, oui, il y a des moyens, je suis d'accord avec toi Olivier, mais rapidement, il y a aussi une identité. Rapidement, quand on parle de LFC ou de NYCFC, quel que soit, même que ce soit des équipes frères ou des équipes de quoi que ce soit, j'ai tout de suite en tête des valeurs, des couleurs, genre comme des personnes, des tu sais personnes. Que ça ressemble à quoi? Je sais que ça ressemble à quoi. Ou c'est supposé ressembler Exactement. à quoi, du moins. Et
c'est plus difficile de faire le parallèle avec l'Impact de Montréal, qui est là quand même depuis 8 ans maintenant, qui va sur sa 8e année en MLS. Donc, je crois que le problème est vraiment, vraiment au-dessus, mais effectivement, avec Piatti en santé, même moitié moins en santé, l'Impact fait les séries, c'est 7e, mais et alors? Ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant qu'on est quasi habitué à voir Piatti mettre 20 buts par match. Ouais. Et par voilà, saison. Ça rentre par dans saison. les... 20 buts par match, on aimerait ça. Par saison. Que ça rentre quasiment dans les calculs qu'on fait en début de saison en disant bon, bah, on va considérer Piatti va nous mettre à peu près ça. Voilà, est-ce que c'est une erreur, ça? Ou est-ce que quand tu te fies sur le passé... C'est pas en soi une erreur. C'est, comme ici, c'est qu'il faut être capable d'amener autre chose sur la table avec un plan B, avec d'autres joueurs. Alors, est-ce que l'idée cette année, c'était de se dire, bon, bah, Urruti va enlever la charge, une partie de la charge de Piatti? C'est possible que ça a été dans la prévision, dans la façon de voir les choses. Mais on a rapidement vu que c'était pas le cas. Moi, au bout de 3 ou 4 matchs, je me souviens dans mes rapports de rencontre, je posais déjà la question, là, tout début de saison, est-ce que Urruti est là pour enlever une charge à Piatti ou il est là pour permettre à Piatti de marquer plus? Finalement, on n'a jamais eu la réponse parce que Piatti s'est blessé puis ça a fait en sorte que Urruti n'a pas été capable de servir à Piatti ou l'inverse. Je crois qu'une base de la réflexion au début de saison et d'être allé le chercher, c'était de se dire la combinaison avec lui devrait être capable de fonctionner et d'enrichir justement le rendement du club à ce niveau-là, ne pas dépendre que de Piatti, mais d'avoir un autre joueur capable. Mais effectivement, cette combinaison-là n'a jamais pu se mettre en place, vraiment. Et en soi, c'est vrai, Urruti a été décevant. Faut pas oublier, les gars, parce qu'on va devoir passer au prochain sujet, qui est l'arrivée d'Olivier Renard dans un instant. Faut pas oublier quand même que Nacho Piatti, il n'y a pas si longtemps que ça, avant l'arrivée de Mauro Biello, on parlait seulement du fait que Piatti était un joueur exceptionnel qui passait jamais le ballon. Et ça, on a oublié parce que dans la construction du jeu, là, on parle du recrutement, moi je pense que c'est un problème fondamental. Les coachs, Sid, tu as tout à fait raison, on n'en parle pas. La philosophie, même chose. Mais la philosophie de l'Impact de Montréal, depuis l'arrivée de Nacho Piatti, ça a été Nacho Piatti. C'est comme un épisode de Fresh Prince, Pass it to Will. Mais c'est ça. Et c'est ce qui me fait croire que Nacho Piatti, je le pense encore, puis c'est tellement difficile à faire comme constat parce qu'on a été privilégié, on est encore privilégié de l'avoir ici, mais Piatti a aussi été le plus grand frein à l'évolution, le développement du jeu de l'Impact de Montréal au-delà de donne le ballon à Nacho. Et là, que Piatti soit là ou non en 2020, il faut qu'on passe à un autre appel, il faut qu'on soit capable d'aller au-delà de ça, non? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'analogie justement avec Will Smith et la série Prince de Bel-Air. Pourquoi? Parce que J'en ai plein d'autres comme ça. Hein, je peux danser comme Carlton si tu veux. Non, mais pourquoi? Parce que c'est du basket. Et dans le basket, un joueur peut effectivement avoir un impact signifique, enfin plus qu'énorme sur la manière de jouer. C'est vrai. Et Piatti en fait arrive à ce même résultat avec l'Impact de Montréal. Quand Piatti est là ou pas là, et c'est pas du tout la même équipe. Mais et peut-être après aussi le fait que la MLS, on peut avoir des écarts de talent aussi grands, mais c'est incroyable à quel point la manière de concevoir même le jeu est différent à l'Impact quand il est là ou pas. Et puis Rémi Garde, lui, constatant son absence, a essayé d'avoir une équipe très très resserrée de derrière, etc., pour prendre le moins de buts possible et autres. Tu peux pas faire ça avec Piatti qui va te... Mais comme un joueur de basket qui décide d'un moment de shooter à chaque fois, quelle tactique tu veux mettre en place? Tu peux juste espérer que... Surtout quand il marque. Surtout quand ça rentre. Exactement. Tu peux juste espérer que ça rentre. C'est vrai que tu prends des terribles... Il y a des mauvaises habitudes qui sont devenues ancrées. Le nombre de fois... Tu regardes, hein, vraiment, très simplement, sur les 2 dernières saisons, donc l'année dernière, l'année d'avant, et cette année, la différence qu'il peut y avoir, récupération du ballon, le jeu va pencher d'un seul coup à gauche. Continuellement. Boyan, et là, cette année... Boyan, le week-end dernier... a commencé à faire, puis je lui reproche pas, là, tu mets les deux en attaque dans un 4-4-2, bon, tu décides d'y aller comme ça, c'est correct, mais Boyan a commencé à faire ce que Di Vaio avait fait pendant quelques matchs, ce que Romero a fait pendant plusieurs saisons, les deux jouent ensemble, puis c'est comme si tu oublies le reste du terrain, mais ça c'est pas une philosophie, c'est pas une identité ou une façon de jouer de l'équipe. C'est comment mettre à profit Nacho Piatti individuellement. Puis pour moi, je continue de croire que ça reste un gros frein au développement du jeu de l'Impact. Celui qui va avoir le rôle d'aller au-delà
de Nacho Piatti. Que Piatti soit là ou non en 2020, c'est Olivier Renard, nouveau directeur sportif. On l'attendait depuis quand, lui? Depuis officiellement... Serpent de mer. Ouais, officiellement depuis le mois de juin, quand Joey Saputo nous a dit qu'un directeur sportif s'en venait. Mais ça fait des années, disons-le, qu'on attend un gars comme lui. 40 ans, belge, une expérience qui est principalement au standard parce que c'est ce qui ressort du lot pour le qualifier afin de remplir ses fonctions ici comme directeur sportif. Sid, tu as eu la chance d'assister à sa conférence de presse. Tu retiens quoi de son arrivée? Tout d'abord, a priori, assez positif. C'était très agréable de l'entendre parler de foot. Je pense que très articulé. C'est une belle expérience. Plus réservé que Rémi Garde, quand même. Hein? Tu le sens un peu moins charismatique. Et oui. Sa job, c'est pas d'être un vendeur de billets là, ou de... Exactement. Je pense que Rémi Garde avait aussi rapidement saisi le volet ambassadeur qu'il devait porter par rapport aux besoins de l'Impact de Montréal. Et on voit un Olivier Renard un peu plus, disons, concentré sur sa tâche, si je puis dire, qui était un peu plus focus sur cet aspect-là. Mais très agréable comme exercice. Et en effet, et rapidement, en fait, je me suis dit, c'est quand la dernière fois que je me suis senti comme ça? Ben, c'est quand on a présenté Rémi Garde. Oh boy. Oui, mais voilà. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça? Écoute, je le sais pas. J'espère juste que dans 1 an et demi, 2 ans, je serai pas en train de faire le même bilan que celui qu'on a fait pour Rémi Garde et que finalement, les obstacles que Rémi Garde a eu, que Olivier Renard ne va pas les avoir. Et puis, moi, je pense que ça fait aussi écho à ton texte que j'invite les auditeurs à lire. Aujourd'hui, ça suffit plus. Tu es jeune, dynamique, tu viens d'Europe, tu as une expérience, ça se voit que tu connais le foot, très bien, mais ça ne suffit plus pour nous exciter, pour nous impressionner. On aura besoin de voir concrètement des résultats sur le terrain. Je pense que... Et des résultats, je te dirais aussi, dans les bureaux avant que ça se traduise sur le terrain. Parce que pour résumer mes propos, c'est que non, c'est plus suffisant un gars qui arrive avec un gros CV parce que Drogba est arrivé ici 1 an et demi plus tard, il est reparti, ça s'est terminé en queue de poisson. Même chose avec Rémi Garde qui n'est pas allé au terme de son contrat initial parce que ça n'a pas fonctionné. On a l'impression que l'Impact de Montréal et sa culture au fil des ans a pourri des gars qui avaient le potentiel, du moins c'est ce qu'on voyait en eux à leur arrivée, le potentiel d'élever l'Impact à un autre niveau et tout le monde a échoué. Et pour moi, à un moment donné, quand tout le monde échoue dans le même environnement, c'est peut-être l'environnement le problème et pas les gens qu'on vient parachuter à cet endroit-là. Donc, je pense qu'à la base, c'est ce que Philippe Quentin dit aussi dans son texte, Philippe a des grosses réserves par rapport à la possibilité d'Olivier Renard d'asseoir son autorité, d'installer un plan ici, parce qu'il se dit, Joey Saputo est toujours pas loin, on le voit encore dans le vestiaire, puis on sent que les bonnes vieilles habitudes, entre guillemets, parce que c'est pas très positif au fil des ans de voir que ça se répète constamment, ben ça va peut-être avoir le dessus sur un gars comme Olivier Renard. Est-ce que tu partages cette, je vais appeler ça cette réserve-là de Philippe? Ça a sapé le travail, l'autorité et je dirais que, oui, le travail de Rémi Garde d'une certaine façon. Hein, c'est certain, comme ça a usé plusieurs personnes au club. Tu prends la litanie d'entraîneurs, tu vas voir qu'à chaque fois, il y a quand même eu un problème à ce niveau-là. Dans le cas d'Olivier Renard, écoute, c'est une surprise dans le sens où c'est quelqu'un qui arrive, qui rentrait pas vraiment dans les profils dont on parlait, dont on a discuté. Parle français, parle anglais, parle italien. Il y a 6 critères au total. Il y en a 3 qui sont la langue. Ouais. Non, mais c'est ça pour vrai. Ouais. Après, directeur sportif, expérience sur la scène internationale. Puis c'était quoi le dernier? Il y en a un autre. Reconnaissance de la MLS. Reconnaissance de la MLS. Qui n'avait pas. C'est le seul critère qu'il n'a pas. Ça, d'ailleurs, est-ce que te choque? Parce que on avait quand même, je suis content qu'on ait posé cette question-là il y a longtemps maintenant, puis vous aviez été très clair, je partageais votre opinion. Un gars qui arrive de l'Europe, qui est parachuté ici pour faire le travail de directeur sportif ou directeur technique de MLS à Montréal, c'est inquiétant parce qu'il te manque des outils. Je pense que Rémi Garde a été un exemple probant de ça. D'entendre, Jean, que Walter Sabatini, la question lui a été posée directement à Olivier Renard, que Walter Sabatini n'a pas abordé la MLS à proprement dit en lui présentant le projet. C'était plus, aurais-tu envie d'être directeur sportif du club Impact de Montréal sans parler des particularités de la Ligue? Est-ce que, d'abord, ça te surprend et 2, ça t'inquiète?
Oui, les deux. Ça me surprend et ça m'inquiète parce qu'effectivement, il y a des En même temps, tellement- Sabatini, je te pose cette question-là, Sabatini ne connaît rien de la MLS. Ben Difficile non. pour lui d'en parler, par contre. Exactement, puis franchement, Sabatini. Enfin, bon, passons. Non, parce que ça revient toujours sur la table. Stop, on parle de l'Impact, on parle d'un directeur sportif qui arrive à Impact, et c'est pas Sabatini qui va lui tenir la main et qui va lui demander. Alors, oui, on a eu cette discussion-là. Un directeur sportif capable de connaître les mécanismes de la Ligue, je pense que c'était essentiel. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher un adjoint supplémentaire pour épauler Olivier Renard, un gars qui connaît la MLS? Ou un entraîneur. Je pense que Américain, tu veux dire? je pense que dans le binôme, il y en a un qui doit connaître le mécanisme, le vécu. Ah ben de la là, Ligue. tu m'intéresses. On a besoin d'un Américain pour coacher l'équipe? Pourquoi pas? J'ai eu la... Moi, je suis... J'ai pas la Il y a- réponse. il y a C'est- quelques- Je pense il y a- qu'on est là pour parler d'hypothèses. Non, hein. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a quelques semaines, pour moi, quand j'ai vu Wilmer Cabrera et les difficultés de communication qu'il y a eu immédiatement à son arrivée avec les médias, chose que on n'était pas obligé d'être d'accord avec Rémi Garde, mais le courant passait pas mal plus et on le comprenait beaucoup mieux. C'était plus facile à suivre, même si, je le répète, on n'était pas toujours d'accord avec lui. À ce moment-là, moi, je me disais, il faut que ton entraîneur parle français. Mais quand Olivier Renard est arrivé, a dit qu'il a été embauché, mais sans qu'on rentre dans les détails de la MLS, ben là, je me suis dit, l'Américain, ouais, je suis peut-être plus ouvert à la chose. Je ne me suis pas fait cette réflexion-là, mais je veux revenir sur l'aspect de la connaissance de la MLS. Oui, surpris qu'on prenne un directeur technique qui n'a aucune connaissance de la Ligue, mais pas nécessairement inquiet, mais je trouve que c'est plus une opportunité manquée. C'est un bagage d'expérience, de connaissances, de ces mécanismes, de ce livre de règlement qui est énorme, qu'on perd, et que moi j'étais séduit sur papier sur l'idée de Lino D'Equolo. Voilà. Donc l'idée, me séduisait d'une personne qui connaît comme l'arrière-scène de la Lui, il Ligue. connaît, oui. Donc maintenant, comme je le répète... En fait, tu mets les deux ensemble, là, tu as un monstre. Mais exactement. Je le sais que ça ne fonctionne Non, pas comme ça, mais... Mais oui, c'est parce que je pense qu'il y a peut-être des subtilités que l'Impact n'utilise pas, que ne maîtrise pas, et qui ne lui permet pas nécessairement d'avoir tout son plein potentiel dans le recrutement ou dans la gestion de ses effectifs. Donc voilà, une petite opportunité manquée. Maintenant, ça reste que je pense qu'Olivier Renard, si c'est son travail à temps plein, il est capable de s'approprier la Ligue, que Vassili Kremandis va pouvoir l'épauler, que de toute façon, il va mettre en place une structure en fonction des manques qu'il a. Il a dit que sa première priorité, c'est pas le contrat de Piatti, c'est pas les deux gardiens, c'est de rencontrer tout le monde et faire une évaluation, de voir des manques qu'il a en termes de structure. Donc sur ça, je lui fais confiance de faire son travail. Donc, Tu réagis, Jean, de façon un peu épidermique, et je suis pas loin de partager ton sentiment quand on nous parle de Walter Sabatini, de Bologne. En gros, qu'on se définit en fonction d'un club, c'est un autre élément que je mettais dans mon article, qui est à 6000 km d'ici dans un autre championnat. Qui a rien à voir. Bon, justement, quand Olivier Renard arrive et dit « Oui, il faut travailler ensemble parce que c'est des outils qui peuvent se servir à l'un et à l'autre, et pas juste l'Impact qui sert à Bologne. » Par contre, l'identité de l'Impact de Montréal, ça n'a absolument rien à voir avec celle de Bologne. Non. D'entendre ça, est-ce que ça te rassure? Oui, parce que effectivement, il faut arrêter il n'y a pas question, je pense, actuellement, en particulier à ce moment précis de l'histoire du développement du club ici, de rabâcher les liens, les rapports et de se définir par rapport à Bologne, qui est quelque chose, qui est une bête complètement différente. Qui est un lien et des rapports serrés, c'est bien, c'est très très bien. Il faut essayer de les utiliser, d'en profiter au maximum. N'importe qui en MLS, Angie Okonkwo, je veux dire, c'est très utile en ce moment. N'importe qui en MLS qui tient debout a un carnet d'adresses, a des amis ou des connaissances en Angleterre, des contacts en Angleterre, en France. Mais là, c'est encore mieux. Et les utilise. Là, c'est encore mieux. Pour ta masse salariale, tu peux avoir des gars que tu payes là-bas, que tu payes beaucoup moins cher ici, qui viennent prendre du temps de jeu et de l'expérience pour peut-être éventuellement repartir. Tu sais, c'est un avantage concurrentiel important pour l'Impact. Tout à fait. Le problème, c'est quand tu te définis en fonction de Bologne qui, et là, je ne veux pas manquer de respect à Bologne, qui a connu une bonne saison l'année dernière par rapport aux années précédentes, mais
C'est pas l'AC Milan, la Roma ou la Juve non plus. Non, là. et même si ça l'était, qu'est-ce que ça ferait? Regarde New York City et Manchester City. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui... est-ce que ça revient aussi continuellement sur le dessus de la table là-bas? Je ne crois pas. Il y a effectivement des programmes de partenariat, d'échange éventuellement, qui doivent d'ailleurs dépasser simplement le simple cadre des joueurs, qui soient professionnels et jeunes, mais il faudrait que ça soit aussi au niveau du staff, au niveau de tous les éléments du club d'ailleurs. Je pense que ça devrait être en vase communicant. Ça va se faire au niveau du staff. M. Renard, il parle français, anglais, un bon anglais d'ailleurs, et italien. Mais se définir... Ça va être fluide comme communication, Jean. Là, tu vas voir, là, ça va être extraordinaire. J'imagine. Se définir par rapport à Bologne, non, je crois qu'il ne faut surtout pas aller dans cette voie-là. Mais sur cet aspect-là, je trouve que l'un des problèmes, je pense, à l'association de l'Impact, c'est qu'effectivement, Montréal se définit par rapport à Bologne, mais trop facile, mais trop Bologne pas par rapport à Montréal. Ça. Et puis je pense que lorsqu'on parle de Manchester City et NYCFC et Melbourne, mais les synergies, on les voit à un niveau supérieur. Ils portent le même maillot. C'est le même brand. C'est le même brand. Et donc, il y a effectivement des vases communicants. On parlera de Team Mars aussi, genre comme entre Leipzig, genre Salzbourg et Red Bull. Il y a des vases communicants qui sont au-delà de... Là, on a l'impression qu'on prend des miettes. Genre comme effectivement, Okonkwo, la Palainen, peut-être pas prêt pour tout de suite. Allez là-bas. C'est pas nécessaire. Mais ça, à la limite, c'est correct si c'est des gars que tu veux, mais pas que Bologne veut donner des minutes de jeu à un gars qui te sert à rien ou qui rentre pas dans ton projet et que toi, tu te retrouves obligé de les faire jouer. Parce que dans le fond, tu deviens à Bologne ce que le Fury d'Ottawa refuse d'être à l'Impact de Montréal. Ça refuse d'être, c'est intéressant. Et puis en plus, quand on parle d'identité, tes joueurs prêtés ne doivent pas avoir autant d'importance dans ton identité. Et à ce moment-ci, il y a des choses qui... Ouais, parce que pour l'attachement, ça va être compliqué tantôt pour les supporters. Là, tu te déplaces voir un gars pendant 6 mois, puis après ça, il est parti. Ça y est, au revoir. Commence à être compliqué. Un des sujets de discussion, tu disais tantôt que ça revient sans cesse, Jean. Il y en a un autre qui revient sans cesse à Montréal. Ben, c'est l'arbitrage. Puis on s'est arrangé pour avoir Howard Webb en ville la fin de semaine dernière. Moi, je suis un peu excité d'avoir un gars comme Howard Webb en ville parce que c'est un privilège de pouvoir le côtoyer d'aussi près. Et c'est surtout un privilège de pouvoir côtoyer un gars qui s'assume dans l'imperfection de ses fonctions. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Sid, tu étais là sur place. Moi, d'entendre un gars admettre qu'il y a eu X nombre d'erreurs faites avec la reprise vidéo, c'est pas des erreurs at large faites par les officiels. 24 au total, c'était quoi? C'était 3 directement liés à l'impact, qu'on ait l'ouverture de les décrire, de les expliquer, de dire ce qu'on aurait dû faire à la place des erreurs qu'on a commises. Il me semble que c'est rafraîchissant dans un univers où on a parfois l'impression que les arbitres sont au-dessus de leurs affaires. Exactement, je pense que c'est très pertinent parce que c'est exactement moi ce que j'ai apprécié dans l'exercice, c'est de reconnaître qu'il peut y avoir des erreurs d'appréciation, des erreurs de fonctionnement et que c'est normal. Je sais pas pourquoi on vit dans une culture où l'arbitrage doit être parfait alors qu'on a la moitié de nos joueurs qui ne savent pas cadrer un ballon quand il y a des situations assez faciles. Il y a des imperfections à tout niveau. Mais si les gars pouvaient faire un reset puis reprendre la frappe, par contre, ce serait peut-être un petit peu... Ouais, mais pas certains cadres feraient pareil. Donc, en tout cas pour certains. Mais l'idée, c'est que je trouve que voilà, il y a eu une discussion et en passant, c'est 2 erreurs qu'il a officiellement reconnues. Il y a une 3e que les gens ont amenée parce qu'ils ont dit que c'était une erreur, mais non, c'est 2 erreurs qu'il a reconnues. Puis ça veut dire aussi que d'autres ont souffert des erreurs. Donc le complot en prend un petit peu un coup. Je trouve qu'il a quand même discuté de choses pas mal comme indiquer ce qui doit être vérifié. C'est comme ça, c'est une lacune de la VAR. C'est que parfois sur une action, on ne sait pas qu'est-ce qui est vérifié et qu'il y a un travail qui doit être fait de la part du 4e officiel et autres pour nous dire clairement, et je prends le but par exemple de Los Angeles, bon, qu'est-ce qui est vérifié? Est-ce que c'est le hors-jeu? C'est flou. On ne sait pas si c'était Lovitz qui couvrait un hors-jeu ou si c'est la main de Zlatan juste avant le but. Et donc, on a une situation, elle est vérifiée au VAR, on ne sait pas trop. Puis ça fait un flou au niveau des commentateurs et des analystes, que ce soit à la radio ou à la télévision. Donc là, il parlait de mécanismes à mettre en place pour indiquer rapidement qu'est-ce qui est vérifié. Souviens-toi, les 2 pénaltys avec Vancouver. Samuel Piet était là à côté de Russell Teibert. Les 2 se regardaient à se dire qu'est-ce qui vient de se passer? Quand les gars sur le terrain, Jean,
ont de la misère à comprendre ce qui se passe. À côté de l'officiel, quand tu peux aller le prendre par la manche puis lui demander, bon, explique-nous, quelle chance t'as quand t'es soit dans les estrades, où là, il n'y a pas moyen d'entendre les officiels, ou à la maison, de l'autre côté, avec des descripteurs, que ce soit ici aux États-Unis, peut-être à Toronto, qui eux aussi ont de la difficulté à expliquer ce qui se passe. Il est là le nerf de la guerre pour que ça passe davantage, que ça passe mieux. On le voit pas en MLS. Je pense que c'est un des points fondamentaux qu'on a soulevé, dont on discute régulièrement autour de l'arbitrage de la reprise vidéo, qui est la communication. La communication autour des décisions prises, que ce soit dans la cabine ou que ce soit sur le terrain. Il y a une distance qu'il faut absolument réduire par rapport aux spectateurs, aux acteurs et aux spectateurs. Est-ce que ça tombe d'abord et avant tout dans ta tête dans la cour de la MLS? Parce que après, si tu te fies sur les diffuseurs, aux États-Unis, tu en as combien là, avec les marchés locaux? À un moment donné, ça devient difficile de fédérer tout ça. Donc, par exemple, être capable de mettre un micro sur un arbitre dans un stade, est-ce que c'est pas le chemin le plus court pour réduire le flou qui existe présentement? Je pense que c'est la première chose à laquelle il faudrait réfléchir absolument, que la MLS voit comment avoir les moyens de le faire régulièrement. Oui, avoir un arbitre comme dans d'autres sports qui soit capable d'arrêter le jeu, de dire, et clairement, d'une façon ou d'une autre, il y a probablement plusieurs moyens de le faire, mais de dire clairement, explicitement, vocalement, voilà la situation, voilà la question, voilà la décision. Ouais, je crois que ça, c'est l'étape prochaine. Parce que c'est même le week-end dernier, avec le but qui a été refusé pour Atlanta, il y a encore, à mon sens, un peu de confusion. On comprend qu'il y a eu un hors-jeu appelé parce qu'une balle, un tir a frappé la barre horizontale, le gardien était sorti, donc le défenseur devient plus le dernier défenseur, ça devient le gardien, entre guillemets. Bref, je ne veux pas rentrer dans des détails trop pointus, mais tu te dis, OK, je comprends la décision qui a été prise, mais je ne gagerai pas ma maison pour l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un problème. Non, tout à fait. Puis, comme Jean l'indique, c'est ce que Howard Webb parle de in-game experience. C'est comment une situation est perçue. Et pour ça, ils sont prêts vraiment à... Enfin, j'ai l'impression que je parle comme un ambassadeur des arbitres, mais ils sont prêts... Non, mais c'était ça son travail. Oui, c'était que tu sois capable, pas toi personnellement, mais de relayer l'info. Pour ça, les micros, par exemple, ça c'est considéré. Aussi, un aspect très important, c'est la diffusion de l'image que les arbitres ont utilisée. Oui. Il faut qu'on comprenne un truc, c'est que parfois, les images qui sont montrées par les diffuseurs, c'est pas l'image que l'arbitre va utiliser pour prendre cette décision. Les arbitres, en fait, ont accès à toutes les images que les producteurs sont capables de prendre, et parfois, c'est sur un autre écran qu'ils disent « Ah, mais c'est là qu'on est capable d'avoir une réponse définitive », mais c'est pas forcément l'image qui tourne en boucle sur les télévisions. Donc, l'idée est que, comme cette image-là qui est utilisée comme preuve définitive, soit celle qui soit envoyée au diffuseur et aussi à l'écran géant dans le stade. Encore là, ça retombe dans la cour de la MLS. Oui, mais c'est la MLS qui doit prendre ces politiques-là comme de protocole, et je pense que Pro Referee aussi, comme pousse pour que ce soit le cas, et afin d'aider en fait, et une sorte d'éducation de voilà l'image qu'on a prise, voilà la décision qu'on a prise, voici ce qu'on a regardé déjà, parce qu'il y a aussi comme parfois une mauvaise compréhension de qu'est-ce qui est effectivement regardé. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément les mêmes règles, comme d'une ligue à l'autre. Il faut comprendre qu'il y a des standards qui sont propres à la MLS, pas forcément les mêmes en Ligue des Champions, pas forcément les mêmes en Ligue 1, Première Ligue, etc. Et donc ça participe à la confusion générale sur mais pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc je trouvais que c'est un exercice assez intéressant. Je rejoins sur un point qui est effectivement est aussi sur le rôle que la MLS doit avoir effectivement dans le débat et dans la façon de le faire avancer. Il y a plein de choses, de petites choses simples effectivement dans la communication que la Ligue pourrait avoir. Tiens, un truc bête. La FIFA, et ça, c'est bien que la FIFA ait bougé un petit peu, a, sur ces dernières années, redéfini et remis dans ses règles toute la signalisation, toute la gestuelle qu'un arbitre doit faire sur le terrain. C'est-à-dire ce qu'il indique clairement, chaque action de jeu ou chaque coup de sifflet est expliqué par une gestuelle, comme dans d'autres sports. Que la MLS remette ça, je ne sais pas, sur son site ou un endroit où ce soit facilement consultable, qu'au moins les gens puissent
voir Ouais, qu'il y a des piqûres régulièrement de rappel. ce qu'un arbitre va signaler sur le terrain. Ça, ce serait un premier pas. Effectivement, arriver à expliquer plus clairement, vocalement, ça serait encore mieux. Mais aller dans ce sens-là et donner le plus d'outils possible pour que, effectivement, les gens qui viennent au stade ou qui regardent à la télé puissent comprendre exactement ce qui est décidé, parce qu'on est dans des périodes de flou complètement délirantes. Maintenant, il ne faut pas non plus, excuse-moi, je vais déborder petit peu du cadre, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos du VAR. Alors, tu prends certains, c'est pas de la MLS, mais je prends par exemple un match qui a eu lieu là, ces derniers jours entre United et Arsenal, où il y a eu un but d'Arsenal qui sur lequel un assistant lève son drapeau, et semble-t-il, certains joueurs de United s'arrêtent de jouer. Il n'y a pas de hors-jeu. Aubameyang va marquer. Il n'y a pas de VAR du tout là-dedans. C'est une erreur au départ de jugement de l'assistant. Et comme tu dis, Sid, c'est quelque chose qui n'existe pas en Coupe du Monde ou en Ligue des Champions, où l'arbitre n'aurait jamais levé son drapeau, parce que c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de ne pas lever, de laisser l'action continuer. Donc il faut qu'on arrive à cette uniformité-là, VAR ou pas VAR. Il y a d'autres discussions au sujet de l'arbitrage qu'on peut avoir en dehors du VAR. Parlons maintenant de Ligue des champions, messieurs, si vous le voulez bien. Je vous lance une question bateau, parce que je ne sais pas par où commencer avec la Ligue des champions ces derniers jours. C'est quoi le match qui vous a le plus surpris? 7-2, le Bayern qui explose Tottenham, le Real qui fait 2-2 contre Club Bruges, Jesse Marsch qui va marquer 3 fois, qui perd, mais quand même, qui va marquer 3 fois à Anfield, chez les champions d'Europe. C'est quoi cette Ligue des champions-là? Jesse Marsch, Anfield, qui? On t'aurait dit ça, toi? Ben, Jesse Marsch. Quand il est parti en voilier faire le tour du monde pendant 1 an, on savait qu'il y avait quelque chose de spécial, là, mais on ne savait pas si ça allait être spécial sur une pelouse. Spécial sur l'eau bleue, puis spécial sur gazon vert, ça peut être différent. Vous rappelez-vous dans le temps qu'on disait que la Ligue des champions était un peu prévisible? Non. Tu sais, il y a 3 semaines. Vous retenez quoi? Honnêtement, Sid, c'est quoi qui t'a le plus marqué de cette fin de semaine-là? Alors, cette semaine-là. C'est la question, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je dirais que c'est le match nul du Real Madrid contre Bruges, parce que c'est peut-être le scénario et le contenu auquel je m'attendais le moins, de voir que la crise est poignée au Real Madrid. Donc oui, ça c'est ce qui m'a le plus marqué, mais impressionné et positivement, pour moi c'est vraiment Barça-Inter, au niveau de l'intensité de jeu, et c'était vraiment un match de Ligue des Champions, et qui vraiment m'a permis de me dire, il y a beaucoup d'équipes qu'on aime mettre comme prétendants au titre, mais qui n'ont aucunement cette intensité, cette vitesse, cette prise de décision. À la deuxième journée de la phase de groupe, Sid. Souvent, tu vois les équipes gérer la phase de groupe. Après ça, tu arrives après les fêtes, puis là, tout d'un coup, ça prend une vitesse. Là, de voir que ça s'est passé au deuxième match seulement. Pour moi, je regardais un 8e ou un quart de finale. C'était assez impressionnant, même si c'est le pire Barça des dernières années. mais justement, tu es obligé de te battre. Mais je trouve ça vraiment impressionnant. Barça-Inter a été, d'un point de vue footballistique, il y a des sorties de balles de l'Inter, de Conte. C'est incroyable. Conte, oui, on voit qu'il amène quelque chose quand même à cette équipe-là. Il y a matière à discussion, à plein de choses. Moi, je t'avoue que le résultat du Bayern, ça ouvre un flot de discussion, je pense. Le Bayern, tranquillement, donc depuis 2 ans, on s'en moque un petit peu. On dit, voilà, ils sont juste bons à gagner la Bundesliga avec 30 points d'avance. Et puis, d'abord, l'écart quand même en Allemagne, c'est pas mal réduit, qui se font chauffer quand même assez régulièrement, mais ils arrivent à monter comme ça. On parle beaucoup de ce qui se passe en coulisses et tout. Niko Kovac, qu'on voyait sur un siège éjectable depuis le jour où il a été nommé, il est toujours là. L'équipe elle-même a bien évolué. Là, on regarde, il y a quelques joueurs cadres qu'on revoit. Et évidemment, Lewandowski, ça reste... mais c'est en train de bouger. C'est plus évidemment, c'est plus le Bayern de Ribéry, Robben, Müller, etc. Il y a Lahm, etc. Il y a vraiment eu une évolution, et ça s'est vu. C'est pas mal plus fluide, c'est beaucoup plus moderne. Et en face, tu as eu Tottenham qui est resté figé. Bon, là, on peut avoir aussi des grosses discussions. Mais qu'est-ce que tu te dis au bout du compte? Eh bien, tu as la différence entre un grand club moderne qui est toujours là,
qui rebondit à chaque fois, qui est capable de se réinventer, de se régénérer, et un club qui n'est pas encore parvenu à ce niveau-là, qui aimerait bien. Oui, mais Pochettino l'a dit l'année passée, ça va prendre 5 ans avant que ça arrive, ça. Ben, Yeah. c'est Pochettino l'an dernier, quand il dit on est à 5 ans de vraiment être un prétendant régulier ou sérieux, je me rappelle pas de l'adjectif qu'il avait utilisé, mais souviens-toi, à ce moment-là, Jean, on avait dit, tu prends ça comment si t'es un supporter de Tottenham? Tu prends ça mal, tu dis, parce que... c'est le fun, j'ai un nouveau stade, là, il est extraordinaire, mon stade, mais c'est possible d'essayer de lever un trophée dedans? Ouais, mais parce que Pochettino, il va pas durer 5 ans, ça clairement, et que le prochain entraîneur va arriver et puis dire on est à 5 ans de faire la même chose. Et celui d'après aussi. Bon, là, j'ai l'impression qu'on est à l'impact avec les plans de 5 ans. Ben, C'est drôle, plus t'avançais dans ton explication, plus on s'en allait vers ça. Pochettino, qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine? Celui qui n'en a pas eu des plans de 5 ans. Et pas libre en janvier? Non, c'est Jesse Marsh. Les gars, quand même, là, je reviens sur le fait qu'il y a quelques semaines, il devenait le premier entraîneur américain à être à la barre d'une équipe en phase de groupe de Ligue des Champions. Il a gagné ce match-là avec brio. Des explications, des commentaires d'après-match en allemand, dans un allemand, écoute, je dirais pas impeccable parce que j'ai pas les qualités pour juger, mais quand même, ça témoigne de tout le travail que ce gars-là a fait sur lui comme individu pour se donner la possibilité de donner un grand coup de pied dans les portes qu'on a entrouvertes dans la famille Red Bull. Mais là, de te déplacer, tu perds le match, là. J'en conviens. Tu te retrouves avec une victoire, une défaite après 2 journées, mais la défaite va quasiment t'avoir donné plus de confiance probablement que ta première victoire parce que d'aller faire ça à Anfield, des soirées européennes à Anfield, c'est spécial. Surtout quand c'est une équipe qui vient de soulever le trophée. Qu'est-ce que ça va faire pour Salzbourg, une défaite comme celle-là, où tu marques quand même 3 buts? Déjà, c'est un club qui arrivait là-bas avec un petit quelque chose. Ils ont réussi. Et là, on va parler, c'est aussi un élément dont tu parlais tout à l'heure, on va peut-être arriver à discuter de ce branding, de cette bague et de ces liens. Effectivement, parce que là, on a clairement une identité qui est en train de se dessiner à travers 3 clubs. Hein, que ce soit à New York, que ce soit à Leipzig. Parce que le Leipzig, il y a 2 ans, hein, ils ont pas mal surpris tout le monde avec le même type de jeu, avec les mêmes éléments. Et tu vois que Jesse Marsh arrive là maintenant à Salzbourg, qui est la maison mère normalement de Red Bull, mais sans doute le club qui avait probablement le moins de moyens, en tout cas le plus gros chemin à faire. D'abord, clairement, il y a des liens. Là, il y a vraiment des liens entre les 3 clubs. Deuxièmement, tu vois que quelqu'un qui arrive comme Jesse Marsh, il rentre dans le système très, très facilement. Il est capable d'avoir des résultats parce que tout le système va lui donner des moyens. Et que je suis à peu près persuadé que aller de New York, des Red Bull de New York à Salzbourg, ça n'a pas été un si gros dépaysement pour lui. C'est comme une multinationale dans n'importe quel autre domaine où tu fais ton travail à Toronto, puis là, on t'offre une job à Sydney, en Australie, par exemple. C'est sûr qu'il faut que tu t'habitues à tes nouvelles conditions. Il y a des choses qui changent, mais au final, ta job, elle ressemble pas mal à celle... La manière d'opérer, elle ressemble pas mal à celle que tu avais déjà chez vous. Si ton environnement de travail te le permet. Exactement. Puis les Red Bulls... Est-ce que c'est ça le modèle de Bologne puis l'Impact de Montréal? Je vous donne pas le temps de répondre à ça, les gars. On n'arrivera jamais au bout parce qu'il y a des bonnes questions qui nous ont été posées sur Twitter au cours des dernières heures. Monsieur Foot, d'abord, nous demande pourquoi... Attachez votre sucre. Pourquoi Olivier Renard aurait-il plus de moyens que ceux dont ont bénéficié ses prédécesseurs, messieurs Garde, Braz et DeSantis? Jean, vu que tu m'as fait un chèque avant l'émission, je vais commencer en lançant cette question acide. Pourquoi? Deux raisons. Un, parce qu'il le faut. C'est évident que l'Impact ne peut pas continuer à se gérer avec des fonds de tiroir. Il faut absolument investir massivement et beaucoup plus que ça a été fait dans le passé. Et 2, parce que s'il y a bien un avec lequel on peut investir un peu plus sereinement, disons, par son expérience, c'est Olivier Renard. Donc c'est quelqu'un qui a cette expérience de
de la vente de joueurs, de l'achat de joueurs, de l'optimisation de potentiel et de la vente. Parce que ça, c'est finalement moi ce que j'ai retenu le plus de sa conférence de presse, c'est cette volonté de pouvoir amener l'impact de Montréal dans la MLS, en tout cas moi ce que j'appelle la MLS 3.0, c'est aussi un marché de vente de joueurs. Les revenus ne peuvent pas que dépendre de la billetterie, des loges et des droits télé. C'est impératif que la vente de joueurs commence à rentrer vraiment dans les livres de compte de chacun des clubs et grâce à Olivier Renard, en tout cas on l'espère avec son expérience, l'impact pour arriver à cette... Si tu commences ça par contre, il faut que tu dépenses là. Parce qu'il y a de la compétition pour les genres de joueurs qui ont un potentiel de revente. Tout à fait. Mais c'est la raison pour laquelle il faut lui donner les moyens de le faire, parce que de toute façon, il a entre guillemets un plan et aussi, il y a une liste, il y a une feuille de route de joueurs qui ont été repêchés, notamment en Afrique. Ça d'ailleurs, c'est pas extraordinaire ça. On parle du recrutement depuis des années. On nous présente une structure qui est élaborée à Bologne. Ça, à la limite, j'ai un problème si Bologne choisit les joueurs pour l'impact, mais qu'il y ait une centrale où tes dépenses principales pour organiser ton système de recrutement est prise en charge par un autre club, ben tant mieux. Mais là, on était en Amérique du Sud, si je me souviens bien, avec Nick DeSantis. Right? Nick n'est plus là. En Europe, il y avait Marco Di Vaio. En Amérique du Nord, il y avait, j'oublie son nom, le beau-frère de Joey Saputo, c'est lui qui... Là, finalement, on amène un gars qui est expert en Afrique. Mais on n'avait personne en Afrique, si je ne me trompe pas. Non, effectivement. C'est tout ce que je voulais dire. C'est juste ce que je voulais vous souligner. C'est vrai. C'est un peu tough à suivre. C'est vrai qu'il y a eu le changement de direction, en tout cas la volonté de focaliser beaucoup sur l'axe Bologne. Et en dehors, parce que Gart, il a aussi amené des contacts avec quand même autre chose que... Oui, mais ça venait directement de lui. C'était très eurocentré, c'est certain. C'est vrai. Alors que Nick, c'est vrai, avait commencé à regarder... Et quand tu regardes ce qui se passe en MLS, c'est quand même... une direction vers laquelle tout le monde regarde et qui va de soi. Je veux dire, c'est une logique... mais il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, là, mais il faudrait peut-être poser la question, là, à moins que j'ai manqué quelque chose. Il n'y a plus personne qui s'occupe de l'Amérique du Sud là, depuis que Nick DeSantis est parti. As-tu quelque chose qui est bien en tête? Officiellement, à l'interne, non. Après, la MLS est un peu particulière puisqu'ils ont aussi des recruteurs MLS qui font aussi ce travail-là. Mais bon, vaut mieux avoir des courtiers. Exactement. On va les courtiers. Ils t'auraient pas trouvé Piatti, c'est tout. Très bon point. C'est Sidney qui est l'agent des arbitres, puis Jean qui est l'agent des agents. L'agent de Nick DeSantis. Quand même. Non, c'est parce que c'est Nick DeSantis qui a fait tout le deal pour amener Piatti, très bien, mais c'est pas lui qui l'identifie. Et c'est au niveau de la structure interne de la MLS que Piatti est identifié. Exact. La priorité pour Olivier Renard, messieurs, c'est quoi? C'est le Dr Foot qui nous pose la question. Jean? Entraîneur va définir un groupe. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est l'entraîneur. La priorité, c'est l'entraîneur, je pense. Parce que et je comprends. Rien qui peut fonctionner tant que tu n'as pas choisi et résolu ce problème-là. Allons-y avec un gars comme Rémi Garde. Olivier Renard, ce qu'il vient de nous dire, les genres de joueurs qui semblent vouloir aller chercher, le soccer qu'il veut pratiquer c'est une des principales raisons, remplir le stade. Parce que quand on dit les supporters ici en Amérique du Nord préfèrent un 3-3 qu'un 0-0, t'es loin du catenaccio de l'époque où ta grande fierté, c'est de défendre, de ne pas encaisser. Moi, je tends à partager l'opinion de Gilmore et de Renard là-dessus. Par contre, à rebours, avec cette philosophie-là, tu peux pas embaucher Rémi Garde. Non. Effectivement. Donc, c'est pour ça que je partage ton opinion là aussi, Jean. C'est important que tu ailles chercher le bon coach parce que sinon, tu vas aller chercher des joueurs qui ne sont pas en adéquation avec ce que ce gars-là est capable de mettre sur le terrain. Oui, non, tout à fait. Et parce que ça va forcément avoir une incidence directe sur ton recrutement, donc sur l'identité de l'équipe, donc sur le produit, le jeu que tu vas présenter sur le terrain à partir du mois de février et donc définir c'est la nature même du club. L'attaquant, par exemple.
Yeah. Tu veux un gars qui décroche, tu veux un gars qui est gros pour gagner des centres dans la surface de réparation, tu veux un petit à la Giovinco pour avoir 2 gars qui bougent sans cesse comme des électrons libres avec Boyan. Tu sais, c'est des questions majeures et je comprends Olivier Renard qui dit on ne peut pas attendre. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir nommé l'entraîneur avant de prendre des décisions importantes. Tout à fait d'accord. Ouais. Mais là, tu ne peux pas te rendre aux 3/4 de ton recrutement ou de tes grosses décisions à prendre en fonction des contrats à donner pour l'an prochain sans avoir nommé ton entraîneur. C'est un binôme. C'est un binôme qui fonctionne, hein, directeur sportif, entraîneur. Olivier Renard avec un Américain, Sid, comme coach, le vois-tu? Ben, non, pour d'autres raisons, parce que moi je suis un peu bloqué sur la langue. Je pense que quand Wilmer Cabrera est arrivé, au-delà du fait que les résultats c'était une dynamique un peu négative, il y a vraiment un manque d'intérêt médiatique par la suite quand on fait face à une personne qui s'exprime pas non plus de manière exhaustive en français. Si tu obliges le gars à l'apprendre, le français, et qu'Olivier Renard, entre-temps, c'est bon. prend le lousse. Ben, déjà, comme Jesse Marsh. Non, mais c'est ce qui se fait comme dans pas mal des championnats européens. Comme pas mal partout dans le monde, je te dirais. C'est ça. Donc, à la rigueur, oui, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais pour beaucoup de raisons au niveau du public et des médias, c'est quand même important que... Ça serait dans la thématique des promesses électorales. On vous promet que l'Américain va... Je ne dis pas d'aller en chercher, d'aller chercher forcément ces exemples-là, mais regarde ce que Bob Bradley est en train de faire. Regarde ce que Greg Vanney a réussi à faire. Regarde comment... mais Greg Vanney, il ne voudrait jamais... Puis là, c'est un gros jugement de ma part. Je le connais pas. Mais il me donne vraiment pas l'impression d'un gars qui dirait « Oui, je vais apprendre le français avec plaisir. » Non, certainement Greg Vanney, c'est l'antithèse du gars qui va débarquer dans belle province. Je suis d'accord. Mais ça réduit Bruce quand même Arena, le... ça aurait été la même chose. Hein, oh oui, Bruce. Mais quoi que Bruce, il y a des liens avec Montréal. Hein, il y a toujours ça qui aurait pu jouer en sa faveur. Éric Michaud, maintenant, nous demande, ça c'est un autre gros test pour vous, messieurs. D'après vous, qui va encore être avec l'Impact en février? Là, je vais vous spinner ça dans l'autre sens parce que je pense que ça, c'est un petit peu trop complexe à aborder comme dossier. Qui doit absolument être de retour? Est-ce qu'il y a des intouchables dans cette équipe-là? Parce que mon feeling, là, c'est qu'il n'y a pas un gros nombre de joueurs qui doivent absolument être de retour. On s'était un peu parlé de ce dossier-là il y a quelques semaines. Là, il y a des matchs qui ont joué depuis. Il y a eu l'évolution du dossier Piatti où on ne s'entendait pas il y a quelques mois, Sid. Mais là, je te dirais que si tu coupes son salaire en deux, moi, je suis preneur si c'est le même Piatti qu'on a vu sur les dernières semaines. Quel gars doit absolument être là au mois de février? J'ai l'impression que la question est encore plus dure qu'on la pose dans ce sens-là. Bon, ben, reprends-la de l'autre bord d'abord. Eric nous demande, d'après vous, qui va encore être là au mois de février? Parce qu'il y a une évolution logique. Tu vas pas virer 17 joueurs pour recruter 17, on est d'accord. En même temps, moi, je pense que en même temps, tu n'es peut-être pas loin de ça non plus. Là. Et ça s'est déjà vu aussi. Tu as une douzaine de gars qui sont sans contrat. Ou avec une option en vue de l'an prochain. Je sais que tu as des gars comme Samuel Piette là-dedans où, au gros minimum, tu vas activer son option en attendant de renouveler son entente. Sur quel gars tu feras l'effort? Taider? Ben, Taider, tu n'as pas d'effort à faire parce que, de ce que je comprends, je lui ai parlé plus tôt cette année, il avait dit « Je suis en prêt en ce moment et j'ai une entente qui fait que je deviens un joueur de l'Impact à proprement dit la saison prochaine. » Tu lui donnes déjà 1,4 million. Et je pense que lui, la question se pose plus à l'envers, à savoir, es-tu capable de le monnayer? Es-tu capable de... Parce que c'en est un, ce profil particulier. Il faut que tu choisisses ton coach avant de statuer sur un Saphir Taider. Si ton coach veut jouer en 4-4-2 au milieu de terrain, ben moi, je l'ai vu la fin de semaine passée, Taider courir partout, mais laisser énormément d'espace au milieu de terrain. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas beaucoup t'apporter, mais c'est vraiment un profil spécial, particulier, qui aime être électron libre. Est-ce que ça cadre avec ton coach, ça? Qui te demande un système, qui demande un type d'organisation, effectivement. Je posais la question, hein, c'était vraiment Taider, point d'interrogation. Ça fait partie Samuel Piette, mais les gars, Samuel Piette, Boyan. Exactement, c'est les deux-là. Et après, les autres, parce qu'on a besoin d'avoir 11 joueurs sur le terrain, il y a des profils comme... Pour te montrer à quel point les choses ont évolué depuis. Puis là, c'est toujours un peu flou à savoir les derniers chiffres qui sont sortis avec les salaires des joueurs. Est-ce que c'est des chiffres qui sont exclusivement sur la fin de saison? C'est la dernière portion de leur contrat ou leur contrat annualisé. Mais si c'est annuel, les 300 000 qu'on donne à Rod Fanny, moi, je te dis Rod Fanny, Nacho Piatti et Boyan. Tu pars avec ça. Après,
ça m'importe presque peu. Oui, je partage ce sentiment-là parce qu'au final, il y a, que ce soit au niveau de certains des performances, d'autres au niveau comme des salaires qui commandaient, il y a tout le temps quelque chose qui cloche. Et s'il n'y avait pas, la perspective de la Ligue des Champions et donc d'un match un peu plus tôt qu'à l'habitude, je t'aurais quasiment dit, ok, on peut passer à autre chose pour tous ces personnes, pour tous ces joueurs-là. À 200 000, il y a Lassi Lapalainen qui est intéressant aussi. Oui, très intéressant. Après, lui, ça s'en va où ce projet-là? Je le compte même pas parce qu'il est en prêt. Pour moi, c'est pas. Enfin, mais bon. Dernière question, celle du staff. Bernardo Silva, potentiellement suspendu 6 matchs pour son tweet à Benjamin Mendy. Est-ce que c'est d'abord frappé sur le bon clou? Que, sachant là, tout ce qu'il y a eu avec les supporters et les incidents racistes au cours des dernières semaines, des derniers mois, et est-ce que c'est trop sévère? Sid, d'abord? Non, c'est pas trop sévère. Je pense que Mano Silva, il faut qu'il comprenne la différence entre Twitter et WhatsApp. Donc, il y a des blagues que tu peux faire dans un cadre privé qui sont plus ou moins bonnes, mais dans un cadre privé qui ne cause pas de tort à l'image. Où les gens comprennent l'intention derrière? Que la personne concernée rigole avec toi et puis on passe à autre chose, mais parce que Bernard Mendy a aussi signifié qu'il ne se s'est pas senti insulté, mais ça ne veut pas forcément dire que le geste qui a été fait en soi n'a pas un caractère qui est condamnable. Donc je pense que je peux venir avec 2 pieds sur ta cheville, je te blesse pas, mais le fait que j'ai fait ce geste-là est en soi condamnable. Donc d'une part, non, pas forcément trop sévère. Je crois que c'est important que la Première Ligue et ses joueurs maintiennent cette image-là et des standards. Donc à partir du moment où l'ethnie, la race, la couleur sont en jeu dans des commentaires, il faut toujours faire attention. Et après, comme je pense que tu parlais des supporters, mais on est en Première Ligue. Et puis les supporters de Calgary, excusez-moi, n'ont pas été sanctionnés par la Serie A. Ouais. Et dans d'autres, c'est sûr, on est dans 2 mondes. On est dans 2 mondes complètement différents. Et dans le monde de la Première Ligue, c'est totalement cohérent de faire ce type de sanctions et d'envoyer un message clair. Vous êtes beau être amis, il y a des gars, il y a des manières de blaguer ou de communiquer que on n'acceptera pas publiquement. Ça n'empêchera pas que vous soyez très très bons amis. Depuis Monaco, ils sont amis, mais Silva et Mendy, donc très bien. Ouais, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Il y a une règle qui a été mise justement pour que ce genre d'attitude et ce genre de comportement c'est pas la FA qui sort de nulle part. Là. On se base sur un code de conduite. Il y a un règlement. Ce qui se passe, c'est que Bernardo Silva vient d'être reconnu coupable d'avoir enfreint cette règle-là. Et effectivement, cette règle-là, elle existe pas forcément pour un Bernardo Silva, enfin pas directement, mais Bernardo Silva doit être totalement responsable vis-à-vis de cette règle-là, parce que oui, on va avoir la discussion en disant oui, c'est parce que c'est se connaissent de Monaco, non, mais tant pis, la règle, elle est là, pas possible de tracer la ligne. Parce que pour un Bernardo Silva, il y a 10 imbéciles qui, eux, vont continuer et parce qu'on leur donne les outils en plus pour faire Jean, c'est une manière extraordinaire de conclure le podcast. Pour chaque Bernardo Silva, il y a 10 imbéciles. Je vais essayer de faire ce calcul-là, puis je te reviens avec ce que ça donne la semaine prochaine. Je vais essayer d'aller voir dans le bottin téléphonique portugais, voir qu'est-ce que ça donne. Messieurs, c'est toujours un grand plaisir. Merci d'avoir été là. Toujours très, très agréable. Merci à vous d'avoir envoyé vos questions. Vous pouvez le faire tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. Consultez notre contenu sur le rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.